Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Noaz-sur-Mer, ici sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde, pour une balade sur les deux côtés des deux rives. Et oui, de cet estuaire le plus grand d'Europe, avec deux pays qui se regardent. D'abord ce Médoc avec quelques trésors insoupçonnés, et puis chez toi en face la Charente-Maritime. Oui, on ira voir les grottes de Méché ou la pointe de Suzac notamment, mais d'abord on va retrouver Tanguy je crois. Et oui Tanguy, parce que ici dans le Médoc c'était un haut lieu de l'ostréiculture. On y va. Bon alors, explique-nous où est-ce qu'on est là, Vicky. Ah ben là, si tu veux, c'est le chenal de Talais. La Gironde en fait elle est juste là où on voit les arbres là, à 500 mètres à vol d'oiseau. Tu l'as là-bas, tout à fait, les marais de Baluard qui sont là-bas. Sinon, qui est saumâtre, toi, pas trop salé, pas trop douce non plus. C'est ça, mélange d'eau douce Et qui arrive voilà. du Médoc directement et Et de d'eau salée. l'océan. Alors tu vois, t'as l'océan qui est de l'autre côté là-bas. Ouais, on voit les dunes là-bas. La bande forestière. Donc ici, Ouais. c'est ces cabanes, ces maisons, c'était quoi à l'origine alors? Mais à la base, c'était des cabanes d'ostréiculteurs parce que c'était le métier de l'huître ici, quoi. Ouais. Toi, tu es pêcheur? Je suis un ancien marin-pêcheur. J'ai arrêté il y a 5 ans à peu près maintenant, tu vois. J'ai fait la pêche pendant une trentaine d'années, voilà. Mes grands-parents étaient ostréiculteurs. Donc eux, ils avaient une cabane, si tu veux, au port du Verdon. Mais tu retrouvais les gens de Talais, du Verdon, de Saint-Mivienne sur ce qu'on appelle les crassas, là où tu as les ruches à huîtres. Les huîtres qui finalement, Voilà. d'année en année, s'entassent les unes sur les autres. Voilà, et donc ils arrivaient, ils partaient avec les plates quand l'eau descend, et puis ils se retrouvaient sur les crassas, ils chargeaient d'huîtres, et puis après, bon, quand la marée remontait, ils venaient là, et ces cabanes servaient à détroquer les huîtres. D'accord. Voilà. Bonjour messieurs. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, Pascal et Yves. Voilà. Enchanté. Et alors vous-même? J'étais ostréiculteur pendant de nombreuses années sur le port. D'accord. Avec les cabanes, on était au moins 1 millier tous les jours à travailler et à faire de l'ostréiculture. Sur l'ensemble de l'estuaire, on était jusqu'à 2000 familles, de Saint-Christoli à Pointe-de-Grave. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. On a eu soi-disant le cadmium, Ouais. Pollution au cadmium, ouais. un gros problème. Après, on a eu une volonté d'arrêter l'ostréiculture dans l'estuaire de la Gironde parce qu'il y avait un développement de ports qui se faisait et on était 2 centres producteurs dans la même région, Arcachon, Cap-Ferré et l'estuaire de la Gironde. Ouais. Au départ, les naissances, c'était ici. On a été premier centre naisseur d'huîtres sur le plan européen. D'accord. Donc c'était quand même des grandes années. Ah, ça a été de très grandes années 76-75. Je vous dis, il y avait 2000 ostréiculteurs, ce qui représentait environ 10 000 personnes qui travaillaient dans l'ostréiculture. Donc là on va voir le dernier des Mohicans. C'est ça. Thierry, On est pas mal ici, hein. putain c'est beau on dirait la Camargue. Un peu, c'est un peu la Camargue. Thierry Oui. Salut. Entrez, Salut, entrez. ça va? Bonjour. Ça va? Bon, comment Bonjour. tu vas? Ça va. Ouais, ce que je disais à Guillaume, on se croirait en Camargue ici presque. Oh, oui, presque. Il y a du vent, du soleil, des Il y en a marais. presque autant de vagues. On va profiter de Ah des ouais, deux, on va dehors. Tu nous Ouais, expliques un petit peu où on est? On est juste collé à l'eau, à l'estuaire, Alors, là, on est sur l'entrée de l'estuaire, hein. Ouais. Donc à une 7-8 km de l'entrée vraiment réellement de l'estuaire. Et au bord des polders, hein, donc c'est des Ouais. polders, et avec des marais qui servent pour l'affinage pour les huîtres.
une grande Alors, tu as partie. dit le mot, hein, c'est affinage, c'est ça Affinage, qui est important ouais, aujourd'hui. ouais. Il n'y a plus toute cette, Non, il y a cette chaîne pas, complète voilà, de c'est pas une ostréiculture. ostréiculture complète. On ne fait pratiquement que de l'affinage, ou après on est 6 ou 7 affineurs D'accord. dans la région, là, sur une quinzaine de kilomètres. Ton fils qui a repris aussi, lui, il fait de la production Il par fait la contre. production d'huîtres à Ouais. Arcachon. Voilà. Plus au sud, hein, c'est ça. Voilà, dans le Cap bassin, Ferret. quoi. Arcachon. Voilà. Ah, Et Arcachon. puis après, en fait, il élève pendant 2 ans, 3 ans, après Ouais. qu'on amène les derniers mois pour affiner. Alors pourquoi est-ce qu'on fait l'affinage ici? Parce que l'eau elle est riche, c'est ça, hein? Alors déjà, elle est beaucoup plus riche parce que c'est une eau saumâtre. Et dans les marais, vous n'avez pas le système de marée montante, marée descendante, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'eau, D'accord. on ferme notre écluse. Paf. Et après, si vous préférez, le phytoplancton se développe beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de niveau d'eau que la pleine mer et il n'y a pas le système de lessivage, Ouais, c'est ça. en fait. Et avec le sol, ça développe des phytoplanctons qui sont beaucoup plus riches qu'on trouve qu'en pleine mer. Il y a les mêmes. Et à chaque marée, vous remplissez les Non, bassins? non, là, on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, Vous avez suivant la saison. Vous avez un label comme Marraine Oléron par rapport au clair? Non, parce que alors, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, c'est frais. C'est-à-dire que depuis 2013, il y a eu en 2013, on a commencé des phases expérimentales et elles ont été C'est très vraiment- récent en fait la Voilà, réintroduction. très très récent. Et en fait, c'est qu'en 2014 et 2015 qu'on a eu le droit de se mettre à affiner des huîtres. Tu me fais goûter ces huîtres? Allez, il n'y a pas de Elle doit, souci. elle doit être plus douce, hein, je pense. Hein. Oui, il y a à peu près, pour donner une idée, sur le bassin on est à 33, 34 de salinité de moyenne, ici on est à 22, 23. Ouais. Donc ça fait 10 grammes de moins par litre Ça d'eau. perturbe justement celui qui a l'habitude de manger des huîtres du bassin ou de Charente-Maritime? Ça dépend de la saison. Oui, D'accord. oui, parce qu'après, même par rapport nous à la Charente-Maritime, on est même un peu plus doux. Allez, on va leur faire goûter des spéciales. Logiquement, c'est un peu hors saison, ça. Ouais. Enfin, elles sont bien C'est vertes. plus Hein. l'hiver, mais voilà. Et bien vous l'avez là, regardez quand vous regardez l'eau. La navicule bleue, tu l'as aussi ici? Elle y est, regardez. Si vous regardez en biais comme ça, vous voyez comment elle fait vert, elle est transparente par D'accord. rapport à là-bas. Alors, tu vois, hein, je vais te dire hein, franchement, hein, je suis dit l'Oléron. Je les trouve très très bonnes. Je vous mets, Elles sont vraiment bonnes. C'est vraiment comme de la spéciale, pareil. un petit peu moins salée, mais alors vraiment, mais t'as le goût parce qu'elles sont bien en chair. Oui. Regarde la couleur de cette huître. Et donc qu'est-ce qui donne la couleur alors, cette couleur T'as pas vert- écouté, vert t'as émeraude? pas Si, écouté. mais j'ai pas compris ton terme technique. La navicule bleue, La qu'est-ce que navicule dis-lui, bleue. Thierry C'est un explique. phytoplancton qui se développe. Alors, Alors, une petite algue. une petite algue, voilà. Alors après, on entend exactement vous expliquer comment elle se développe. Elle arrive, elle est dans l'estuaire, comme en Charente, hein, donc elles arrivent dans les estrades parce qu'il faut quand même un mélange d'eau douce, d'eau salée. Et quand vous la faites rentrer dans le marais, c'est pas dans tout le marais en plus que ça se développe, c'est dans certains endroits parce qu'il leur faut sans doute un peu d'oxygénation, de l'ensoleillement et ça se développe. D'où les idées de terroir dont tu parlais. Voilà. Et il ne faut pas de lessivage surtout. D'accord. En fait, quand on fait rentrer l'eau, après il faut la garder et faire que des rajouts parce que sinon on peut le perdre. Moi, ce qui me frappe dans ce territoire, c'est que c'est un des territoires méconnus de la Nouvelle-Aquitaine, je trouve. Pour le moment, oui. Mais après, bon, nous, on essaye que ça soit connu, mais après, ça restera plus ou moins régional parce qu'on ne pourra pas rouvrir partout, parce que c'est des zonages, nous, on aurait espéré que les marais s'ouvrent un peu plus. Ouais. Mais bon, après, il y a des endroits où ça a été déclassé, c'est repassé en eau douce, ça a été protégé. C'est très compliqué pour les faire revenir à un état naturel comme ils étaient prévus. C'est pas tous les ans qu'on réussit Mais toute Thierry, l'année. c'est peut-être aussi le moyen de refixer un petit peu d'emploi, de oui. refixer Ah, des mais jeunes bien ici. sûr, oui, Parce que bien les sûr. jeunes, ils avaient tendance à partir du Médoc avant. Il n'y avait pas de Ah, mais travail moi, une fois moi, que le j'ai port fait, a eu. j'ai fait ma carrière ostréicole, je ne l'ai pas fait ici. J'ai été obligé de la faire ailleurs. Hein. Je suis parti ailleurs et mais il y avait 2000 familles autrefois. On est 7 quoi. Et par ce genre d'initiative, on Ouais. recrée de l'activité Oui, et on oui, garde les oui. jeunes un peu dans le Médoc. Oui, alors et en plus il y a de l'espoir quand même. Pas dans l'espoir même, c'est viable. C'est-à-dire que en gros là tous là, les 7 ou 8 qu'on est, ça part à 100 km maximum toute notre production. Circuit court. C'est circuit court.
suis captivé. Hein. Tu nous as caché ça. T'es pas seulement un pêcheur à la retraite. Et oui, toi, je parle de mon pays avec les peintures aussi. Voilà. J'adore ça. Puis bon, depuis petit, je dessine et tout, donc tu vois. C'est le phare de Cordoue, là, celui-là. Ouais. Il est populaire et puis bon, il est magnifique. Le roi des phares, comme ils disent, tu sais. Ouais. Voilà. Mais je l'ai commencé, ça fait un petit moment ce tableau, puis ça tombait bien que vous passiez par là, parce que j'avais prévu, là, toi, de faire. J'avais prévu de le finir et D'y ajouter cette rajouter gabarre. un petit peu de vie, tu sais, ouais, voilà, gabarre, toi, avec un peu d'ombre comme ça, voilà. La peaufiler, là. Depuis qu'on est enfant, ici, tu cours dans les marais, tu cours en bordure de rivière sur les bateaux, tu galopes en forêt, tu es au bord de l'océan à la plage. Depuis petit, tu es mariné par cette ambiance. Après, j'aime beaucoup aussi faire, tu sais, notre paysage de rivière. Tu sais, il y a les carrelets, tout ça, c'est magnifique. C'est tellement vivant. Et puis, tu as la rivière qui est toujours en mouvement, tu sais. Et il y a des moments, même, toi, quand c'est un peu plat, qu'il n'y a pas de vent, c'est lisse, c'est beau. Quand tu le peins, ça fait des reflets qui sont magnifiques. Là, tu vois. Je travaille beaucoup au couteau comme ça, Ouais. pour des reflets sur l'eau. Sur les matières, voilà, ouais. pour les matières comme ça, toi. Ouais. Tu rajoutes un tout petit peu de noir, tu vois, comme ça, tac. C'est pas grand chose, mais avec un peu de bleu aussi, des fois, et puis ça donne du relief. Là, tu vois, je travaille quelque chose que je vais après laisser sécher, et puis que je reprendrai un petit peu après, tranquille, en regardant doucement, voir. Faut laisser apaiser le tableau, tu sais. Il y a sacrément de la houle là. Hein. Alors, ici, communément, on appelle ça les piscines. Et Ouais. techniquement, ça s'appelle des casiers ou des bacs à On sable. peut monter dessus ou pas? Oui. C'est pour stopper l'érosion marine avec des blocs de rochers de 4 à 6 tonnes scellés dans les digues, on les voit bien, face à l'océan. Ouais. Il a fallu combien de temps pour les construire ces défenses? Je te propose qu'on s'avance un petit peu, ça n'a pas l'air trop glissant. 30 ans. 30 ans pour construire. 30 ans pour construire. Mais on ne parlait pas d'érosion à l'époque encore. Ah si, c'est pour ça que ça a été construit. Parce que si ça n'avait pas été fait, au niveau des huttes, qui est le lieu dit un peu plus loin, il y avait une brèche et le vers d'eau Pointe de Grave aurait été complètement isolé, ça aurait été une île. Ce serait une île aujourd'hui. Voilà. Et l'océan aujourd'hui serait à 1 km. Et grâce à ces travaux voulus par Georges Mandel, qui était député de la Gironde, maire de Soulac, ministre des PTT en 1929, en tant que ministre, il va débloquer 42 millions de francs pour débuter ces travaux pharaoniques qui vont durer 30 ans. S'il n'y avait pas ce vent là, il y aurait des gens dans l'eau. Parce que c'est devenu un lieu très prisé de baignade ici. Alors oui, il y a 2 degrés d'écart par l'océan, donc pour les enfants, l'été, qu'on appelle ici communément les piscines, ils se baignent en toute sécurité, en toute tranquillité. Alors quand il y a de la grosse houle et des gros coefficients, l'océan passe par-dessus et il va lécher le bout de la dune là-bas. Bon, avec ces piscines, on va refermer la page de ce médoc un petit peu inconnu, méconnu, pour prendre le bac et voir qu'il y a de vrais liens de part et d'autre de ce plus grand estuaire d'Europe. 7 km de large. Quand même. Ouais, c'est le plus grand, comme vous l'avez dit. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous, c'est tous les jours le trajet en ce moment? Tous les jours en ce moment, oui, le trajet aller-retour. Pourquoi là? Pour le travail. Et là, j'en ai pour à peu près, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord.
Puis il n'y a pas beaucoup de métro où on a une vue comme ça. Ah non, non, il n'y en a pas du tout, non. Quand il fait beau, c'est agréable, surtout devant. Alors moi, j'ai mon ami qui est sur le Médoc et j'habite en Charente-Maritime. Mais moi, je trouve ça très sympa de prendre le bateau, c'est très agréable. Ça fait un vrai lien sur les deux rives. Oui, ça fait un vrai lien, moi, je trouve. Hein. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent passer la journée dans le Médoc aussi, qui viennent en vélo. Moi, je vois beaucoup de gens qui profitent de cette belle région, parce que le Médoc, c'est très beau. Capucine, toi, tu es lycéenne, c'est ça? Oui. Et alors donc le bac, c'est tous les jours? Ouais, je suis à l'internat, mais je le prends souvent. T'habites où? Tu vas au lycée où? J'habite à Soulac et à Montalivet, et je suis au lycée à Royan, à Cordouan. Ouais, c'est ça, finalement, quand on est dans le Médoc, Royan, c'est plus près que Bordeaux? Oui, je suis à Soulac, je suis à 15 minutes en voiture, et le bac, c'est 20 minutes, et après en bus, je suis à 10 minutes du lycée, alors que Bordeaux, il faut prendre le train. Alors on est avec Marie, la présidente des usagers du bac du Verdon. On a embarqué. C'est vraiment ce bateau un lien vital entre les deux rives. C'est ce qui fait le lien entre les deux rives forcément. Depuis Bordeaux, où il y a plusieurs ponts, vous n'avez aucun autre moyen de franchissement pour vous rendre de l'autre côté de la rive, que ce soit au niveau de Blague, de Pauillac, du Verdon. Donc c'est notre seule issue de secours, on va dire, par rapport à cette presqu'île enclavée du Nord-Médoc. Cet outil a été un peu plutôt pensé pour le tourisme à la base, et on essaye justement, nous, de le faire évoluer pour qu'il y ait des usages locaux. Nous, qui habitons dans cette presqu'île, l'essentiel, c'est de pouvoir moins se déplacer vers la métropole bordelaise, puisque ça nous prend 2 heures de temps. Allez, on quitte Royan, ce joyau architectural juste derrière nous, martyrisé pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Georges de Didonne également, pour ce petit coin de verdure, la pointe de Suzac. Ici, ça n'est pas que beau, c'était un lieu hautement stratégique. Salut Théo. Bonjour. Alors tu es archéologue. C'est ça. Et pour toi, déjà explique-nous le lien qu'il peut y avoir entre Royan, cette ville qui a été martyrisée, et cette pente de Suzac ici. Alors là, nous nous situons à l'estuaire de la Gironde, à quelques kilomètres de Royan. Et cette position forme un verrou pour protéger l'entrée de l'estuaire et donc l'accès à Bordeaux. On va rappeler que Royan avait été détruite par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. En janvier 1945, un important bombardement va raser la ville à plus de 85%. Alors si les Allemands ont construit ici, c'est pas pour rien, c'était pas les premiers déjà à construire des fortifications. Non, c'était pas les premiers, c'est depuis le XVIIe siècle. On a une position française construite sous la forme d'un fort en fait, avec plusieurs bastions. Et les Français vont moderniser cette position tout au long du XIXe. Et après, les Allemands arrivent dès 1940 et modernisent le fort, le réaménagent entièrement. On comprend bien pourquoi ils l'ont placé là. Alors oui, là on a une belle vue sur l'estuaire. Ici c'est quoi? C'est un poste de commandement, c'est ça? Là on est sur un poste d'observation et un poste de direction de tir. On ne sait pas tout encore? Alors non, on a encore plein de choses à découvrir. On a encore tous les réseaux de tranchées annexes, tous les moyens de communication entre les différentes casemates. Il faut que ça reste un patrimoine et qu'on continue à l'interroger, ce patrimoine? Alors oui, il faut continuer à l'interroger, il faut continuer à l'explorer et à essayer de le conserver. Et tout ce travail-là qui permet vraiment de comprendre l'organisation de la défense du département de la Charente-Maritime pendant cette période-là. Et puis on voit avec les tags que c'est aussi un lieu d'expression artistique et puis les jeunes s'en saisissent quoi. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ces lieux de mémoire, chacun peut se l'approprier.
Alors là, nous sommes sur la commune de Méché et je vais vous faire découvrir des habitations un peu particulières où des gens vivent dans des grottes dans la falaise. On y va. Oh, c'est chouette, hein. Bon, Bernard nous attend. Bonjour. Bonjour. Quelle vue? Oui, bienvenue au Rocaille. C'est incroyable en tout cas, déjà rien que la vue, c'est incroyable. Ah oui, et on n'est pas trop gêné par les voisins d'en face, vous voyez, ils sont assez loin. Ouais. Alors ça fait combien de temps que vous habitez Ça fait 40 ans qu'on a acheté ces... 42 ans pour être précis. Qu'est-ce qui vous a amené à acquérir une demeure comme ça? Lorsque j'étais enfant, mes parents avaient loué pour des vacances des grottes un peu plus loin, là, vers Matata, et puis on est revenu quelques dizaines d'années après, et puis depuis 40 ans on vient. C'était assez délaissé quand on a acheté, Voilà. il y avait pas l'eau, il y avait l'électricité Était à refaire. Bon, on a refait toutes les baies vitrées, voilà. Chaque année on améliore un petit peu. Le meilleur spot, c'est ce canapé, j'imagine. On peut y passer, on peut s'asseoir. On peut y passer des heures avec cette vue en face. Exactement. Hein? On ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose sur l'estuaire. Ça fait combien de mètres carrés en fait ça, ici? Je dirais au total il y a combien de pièces? 150 mètres. En fait, on peut dire qu'on peut loger 8 personnes, c'est-à-dire 4 couples. Vous êtes nombreux à vivre dans des grottes comme ça ici? À ma connaissance, c'est une quinzaine de personnes. Donc l'été, on passe beaucoup de temps aussi, même quand il fait beau. Le plus souvent, on est sur la Sur terrasse. on va sur la cette terrasse. terrasse semi-couverte, quoi. Ce qui est bien ici, c'est que l'hiver, quand le soleil est plus bas, donc il pénètre jusqu'au fond de la terrasse. C'est incroyable. Et puis l'été, c'est plus haut, donc on n'a pas trop chaud ici. Bon, ben nous, on va rejoindre Tanguy qui, lui, est dans une autre grotte, là, avec le boulanger de Méché. La salle à manger, bon, décorée après, on a fait des petits trous, style hublot, comme un sous-marin. Bon, je suis très grand, mais les gens normaux se tiennent debout sans problème. Normalement, oui. Balcon sur la mer. Voilà. Le carrelé. Le carrelé, les casiers aussi, parce que je mets des... J'appelle ça mes robots, mes casiers pour pêcher les crevettes ou les crabes. Les crabes d'abord et les crevettes ensuite. Il y a eu les protestants qui sont venus se réfugier beaucoup ici, qui faisaient des lieux de culte ici, discrètement, parce que c'était donc interdit. Quand j'étais gamin, j'avais 11-12 ans, mes parents étaient boulangers à Méché, et j'avais un vélo, un triporteur, et je livrais différents établissements, dont Matata, qui était un grand restaurant à l'époque, dans les années 60-65. Et je descendais le pain, et j'étais en extase d'être en communion directe avec la Gironde. Je contemplais cet estuaire, et un jour, voilà, mon rêve a pu se réaliser de pouvoir acquérir ce lieu. C'est un endroit magique, et vous savez, quand il y a, admettons, en plein mois d'août, quand il y a une population qui est très, très, très forte, hein, c'est saisonnier, ben vous venez ici, il n'y a pas plus de bruit que maintenant. C'est ça. On entend juste le clapot. Alors là, c'est calme. Le clapot. Quand il y a la tempête, ça doit être un peu... Ah, ça boum. Ouais. Ça fait boum. Hier, ça faisait boum. Ça vibre un peu. Ça vibre, oui. Oui, on sent la falaise qui tremble. Bon, un jour, ça fera peut-être plus, mais bon, le plus tard sera le mieux.
Voilà, c'est la fin de cette balade entre les deux rives de l'estuaire de la Gironde. Et le mois prochain, on va chez toi. C'est ça, on va sur l'île Oléron, la plus grande des îles de la façade atlantique, juste avant les grandes vacances d'été. Hein. C'est ça, on va avoir un super programme. On va tester pour vous plein d'activités estivales et nautiques, forcément, parce que c'est Noix-sur-Mer. À bientôt.